Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous suivre sur Acteurs Public TV et ici sur le stand de l'UGAP au cœur du Salon des maires et des collectivités locales 2025. Troisième et dernier jour de cet événement qu'on vous fait vivre depuis mardi à travers de nombreuses tables rondes et interviews d'experts, d'élus. Et puis ce matin, eh bien, on ouvre cette journée avec un événement sur ce plateau puisque nous avons pour la première fois réuni les dirigeants des trois principales centrales d'achat public en France. UGAP, le RESA et UniAchat. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va se demander comment ces acteurs complémentaires accompagnent les transitions écologiques, numériques, industrielles. Est-ce que vous avez une vision commune aussi? C'est la question qu'on va poser à ces trois dirigeants, à commencer par Édouard Jossa. Bonjour. Oui, bonjour Bonjour, d'abord. Oui, bonjour et puis merci de cette occasion de nous retrouver à trois. c'est un plaisir et un honneur. Vous êtes le président directeur général de l'UGAP, bien sûr. Dominique Legouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du RESA, merci d'être présent également. Ah, c'est bien ça. Et puis Frédéric Roblin, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint d'UniAchat, merci de votre présence également. Un mot pour commencer, Édouard Jossa, une question simple, essentielle. À quoi sert une centrale d'achat en 2025? Quel est votre rôle face à des collectivités locales en particulier qui sont très présentes ici au Salon des maires? La centrale d'achat, c'est d'abord une mutualisation. Vous avez vu la richesse de tout ce qu'on offre dans ce salon. Toutes les collectivités, nous avons 36 000 collectivités locales, 135 000 pouvoirs adjudicateurs à peu près dans notre pays. Il est nécessaire de regrouper les forces d'achat pour gérer une telle richesse d'innovation, une telle variété de sujets. Et les centrales d'achat sont là pour d'abord regrouper l'expertise et d'autre part aussi, il faut le dire, d'obtenir les conditions les plus favorables par rapport aux fournisseurs. Pas seulement du prix, mais aussi de la qualité, de la bonne exécution des marchés. Et c'est l'occasion pour moi de dire aussi qu'en ce moment, il y a parfois des mauvais échos sur les centrales d'achat. On dit qu'on est trop cher. Moi, j'affirme que c'est faux. Regardez des panels de produits. Il faut regarder tout lorsqu'on achète. Il faut regarder la stabilité des prix. Par exemple, nous, dans les marchés publics, on a des prix qui ne bougent pas. Si vous allez sur les sites de vente en ligne, c'est tous les jours les produits qui bougent et qui changent. Donc, à un moment d'une promo, vous avez un prix et le lendemain, il peut être 50% plus cher lorsque vous allez sur les grands sites de vente en ligne. Donc moi, le message que je voudrais passer, y compris d'ailleurs aux collectivités territoriales qui achètent le plus souvent sous les seuils, parce que dans la plupart des collectivités, vous avez 2 ou 3 gros marchés qui justifient de passer par un marché public. Je leur dis, regardez quand même ce que font les centrales d'achat, regardez nos prix, et vous verrez que sur énormément de choses, nous sommes extrêmement compétitifs, y compris sur le sujet le plus débattu qui est celui des consommables. Frédéric Roblin, Édouard Jossa vient d'utiliser un mot tout à l'heure aussi qui est celui de mutualisation. Donc évidemment, il y a les volumes d'achat, mais concrètement, est-ce que ça va au-delà, la mutualisation pour une centrale d'achat? Alors effectivement, la mutualisation aujourd'hui va bien au-delà du prix. C'est plus d'ailleurs du tout une question de prix, c'est une question de mutualisation d'autres choses, c'est de l'expertise, c'est des moyens, c'est la capacité à être, pour une centrale d'achat nationale, de fédérer un écosystème à une échelle suffisamment importante pour pouvoir le dupliquer et d'apporter, du coup, grâce à cette mutualisation, beaucoup plus de services, beaucoup plus d'accompagnement auprès des établissements publics. Et même si UniAchat ne peut parler qu'au nom de l'hôpital public, ces problématiques, on les retrouve sur l'ensemble des centrales. Et c'est vraiment un sujet qui est complètement transformé. On ne peut plus dire que la mutualisation va chercher du prix. La mutualisation, c'est avant tout de la mutualisation d'expertise. Alors, une question un peu similaire à vous, Dominique Legouge. Alors, vous êtes, je le rappelle, le RESA spécialisé dans les achats pour les acteurs du sanitaire, du social, du médical, bien sûr. En quoi les besoins d'achat pour ces secteurs peuvent pousser vers le recours à une centrale d'achat plutôt qu'à des achats directs, tout simplement? Aujourd'hui, le recours aux centrales d'achat est nécessaire, voire incontournable pour les établissements qui souhaitent gérer de façon performante leur fonction achat. Pourquoi? Parce qu'un établissement seul, et c'est ce que disait aussi Frédéric Roblin, n'a pas les ressources humaines, n'a pas l'expertise, n'a pas l'expérience, n'a pas le volume
qui permettent de réaliser des achats performants. Donc aujourd'hui, l'externalisation, notamment de la passation des marchés, est incontournable. Sachant que l'achat devient de plus en plus complexe, parce que les acheteurs dans les établissements ont de très nombreux segments d'achat à gérer, très variés, avec une technicité qui augmente tous les jours. Et la performance globale, ça a été aussi un peu dit tout à l'heure, nécessite d'atteindre des objectifs très, très larges. Il faut, par exemple, pour un hôpital, une qualité des soins, une qualité de vie en termes de conditions de travail pour le personnel, une maîtrise du budget, un impact environnemental et social favorable, une empreinte économique territoriale plutôt intéressante, une sécurité d'approvisionnement, sans oublier la sécurité juridique. Donc aujourd'hui, nous, au RESA, en tant que centrale d'achat, on pousse vraiment l'établissement à externaliser la passation au maximum de leur marché. Ça dépend aussi de la taille de l'établissement, pour se concentrer sur des missions et des métiers à plus grande valeur ajoutée. Donc tout ce qui concerne, je dirais, le dialogue avec les prescripteurs et les utilisateurs pour le juste besoin, tout ce qui a trait à la maîtrise des consommations, à la gestion des stocks, à la logistique de distribution. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de valeur à créer au stade de l'exécution des marchés qu'au stade de la passation des marchés. Donc s'il y a un message à passer, c'est ça. Et puis pour se rassurer, en tant que centrale d'achat, le recours aux centrales d'achat, la mutualisation des achats, c'est une norme quasiment une bonne pratique internationale, que ce soit le secteur public, le secteur privé, dans le monde entier, dans tous les pays, il y a des centrales d'achat. Donc c'est bien la preuve, et depuis un certain temps, donc c'est bien la preuve de l'efficacité des centrales d'achat. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, on parle de mutualisation, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi un rapport de force parfois entre des grands industriels et des collectivités publiques, locales en particulier, qui n'ont pas forcément, il y a une asymétrie finalement entre ces deux acteurs. Édouard Jossa, est-ce que la centrale d'achat est là pour justement corriger cette asymétrie ? Tout à fait. Il y a en ce moment un mouvement de fond dans tous les pays, mais notamment en France, de concentration des acteurs qui répondent aux gros appels d'offres. Moi, je vois dans presque tous les domaines, d'abord ça a commencé par l'informatique, mais aussi les consommables, l'intervention de sociétés qui sont des distributeurs. Et c'est un mouvement de fond qui traverse tous les segments de la commande publique. On le voit de plus en plus, par exemple, en ce moment sur les véhicules, et même dans le domaine du mobilier. On commence à voir des distributeurs qui répondent à la place des fournisseurs en direct. Donc, il est indispensable de rééquilibrer le dialogue avec les fournisseurs dans le respect de la concurrence et des règles. Et ça oblige un changement de vision sur ces sujets-là. Il faut aussi maintenant discuter avec nos fournisseurs de la relation qu'ils ont eux-mêmes avec les entreprises de second rang, qui sont leurs propres sous-traitants ou contractants tout simplement. Et nous sommes engagés, nous, dans un travail de regarder ce qui se passe derrière le fournisseur pour être sûr que l'ensemble de la chaîne soit équitable. Notamment lorsque, dans cet univers mondialisé, on sait que derrière, il y a souvent des approvisionnements qui viennent de partout dans le monde. Et je crois que ceci nécessite encore plus de professionnalisme et d'expertise de la part des acheteurs pour maîtriser toute la chaîne, avec notamment l'augmentation des enjeux logistiques aussi, qui est un sujet qu'on a vu avec la crise Covid, avec Mayotte, avec d'autres dossiers de ce genre. Oui, Frédéric Robelin, l'acte d'achat devient, donc, on l'entend, de plus en plus technique. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui se mêle à tout ça. Ça renforce encore plus votre rôle ? Oui, effectivement, c'est le rôle de catalyseur que j'évoquais tout à l'heure, qui devient de plus en plus prépondérant, avec effectivement le sujet de l'intelligence artificielle qui est présent depuis déjà assez longtemps à l'hôpital, mais qui aujourd'hui doit être structuré, il s'est accéléré énormément. Et aujourd'hui, on pense que c'est typiquement le genre de sujet qu'il est nécessaire de mutualiser à l'échelle nationale pour travailler sur des programmes d'accompagnement, pour aider le secteur public ou dans des entités moyennes de prendre en main ce sujet, de le déployer correctement et de leur permettre de passer à l'échelle, de passer ce cap. Et effectivement, ce qui permet aussi, au travers de ces structures et au travers des centrales d'achat, d'avoir un accès à l'innovation structurée, professionnelle, et qu'on peut après déployer sur l'ensemble du territoire de manière un petit peu individuelle à l'échelle de chaque établissement de santé, par exemple. On en est où dans le développement de l'IA, dans le secteur hospitalier en l'occurrence, avec lequel vous travaillez ? Alors, on en est déjà, comme je le disais, l'intelligence artificielle est déjà extrêmement avancée dans le diagnostic, par exemple. C'est des choses qui existent déjà depuis des années. Aujourd'hui, la vraie révolution, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qui a bousculé un petit peu l'écosystème. Il faut intégrer.
aujourd'hui, on teste un certain nombre de solutions. Au travers de notre expertise, on propose des solutions aux établissements hospitaliers pour voir un petit peu comment l'intégrer dans les process. Et là, on est vraiment sur une réflexion qui va être plutôt sur comment améliorer le quotidien de l'agent au travers de ces nouvelles technologies qui accélèrent très vite et qu'il faut suivre. Donc bien entendu, on pense qu'une centrale d'achat nationale doit avoir un rôle à jouer, encore une fois, de catalyseur sur ces sujets-là. Alors, je l'ai dit en introduction, on a sur ce plateau les 3 principales centrales d'achat publiques françaises qui représentent un volume d'achat très important. Vous me disiez 13 milliards d'euros à vous 3 juste avant le début de cette table ronde. Quelles sont vos relations? Est-ce que vous êtes concurrents? Est-ce que vous êtes complémentaires, Dominique Legouge? Je dirais qu'on est plutôt complémentaires, puisque ça permet aux établissements, aux acheteurs publics d'avoir accès à une offre suffisamment variée pour répondre à la diversité de leurs besoins, de leur contexte, de leurs contraintes. On a des modes d'intervention qui peuvent être différents, soit en achat-revente, soit en intermédiaire. On a des stratégies d'achat qui ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est plutôt bien, parce que ça permet d'avoir une diversité aussi en termes d'offres industrielles. On a des niveaux de service qui peuvent aussi être différents. Donc je pense que c'est important que les acheteurs publics aient le choix, et accès à une offre suffisamment diversifiée. Et puis ça nous arrive de coopérer. Moi j'espère qu'on coopérera de plus en plus pour mettre en œuvre les grandes politiques publiques, transition énergétique, écologique, etc. Transition numérique, on en parlait tout à l'heure. Et avec nos collègues, par exemple d'Uniachat, on a créé, au moment de la crise Covid, où il y avait des grandes difficultés d'approvisionnement, on a créé un véhicule commun qui s'appelait Réuni, et on a géré des achats et on a réussi à approvisionner les établissements en tests antigéniques parce qu'il y avait pénurie, il y avait beaucoup de besoins, en masques, en gants, etc. Donc je pense qu'on est complémentaires et que sur certains sujets d'intérêt général, on peut unir nos forces pour peser encore plus sur l'impact de la commande publique. Donc complémentaires et j'espère toujours plus complémentaires. Est-ce que vous voulez dire un mot chacun sur ce sujet? Oui, le premier, c'est que, sans rentrer trop dans la technique, il y a 2 manières de faire le métier de centrale d'achat. Il y a le mode exécuté, qui est plutôt le mode dominant de l'UGAP, c'est-à-dire nous achetons nous-mêmes et nous revendons. Il y a le mode intermédiaire qui est plutôt porté par exemple, Uniachat, qui joue beaucoup sur le mode, c'est-à-dire la mise à disposition de marchés mutualité directement aux différents utilisateurs, et le RESA qui est sur un modèle intermédiaire parce qu'il fait de l'exécuté et du non exécuté. Donc ça montre bien la complémentarité des différentes manières de travailler, ce qui fait que la collectivité elle peut décider d'avoir une relation plus forte contractuelle dans le mode exécuté avec la centrale d'achat, ou simplement bénéficier de l'effet de mutualisation de cette centrale. Voilà, donc il y a 2 manières de travailler qui sont un peu différentes, d'où notre complémentarité. L'autre élément que je voudrais dire, c'est qu'il faut avoir conscience du fait qu'il y a à peu près 70 centrales d'achat publiques en France. Donc ça pose la question, est-ce qu'il y en a trop ou est-ce qu'il y en a trop peu? Ce qui est sûr, c'est que les économistes disent que si vous avez une seule centrale d'achat dans un pays, ça peut aboutir à des effets d'éviction économique très lourds. Par exemple, l'entreprise qui perd un énorme marché médical dans un pays entier, il n'a qu'à changer de pays. Voilà, donc trop de concentration, des gens comme Jean Tirole l'ont dit, c'est un peu dangereux. Mais à l'inverse, trop de dispersion des centrales d'achat réduit la capacité de mutualisation et peut aussi poser des problèmes de rigueur, de conformité, parce que les collectivités locales peuvent choisir soit d'acheter en direct librement, soit de passer, mais sans procédure entre les uns et les autres. Donc si vous avez trop d'éclatement, ça peut aussi dévitaliser aussi certains principes de la commande publique. Et en tout cas, il me paraît nécessaire que toutes les centrales d'achat fassent peur de rigueur, de professionnalisme, de contrôle juridique, de contrôle interne, de contrôle de probité, parce que ce sont des choses qui légitiment la confiance que les collectivités territoriales et les autres acteurs publics ont dans ces centrales. C'est très important, ça repose beaucoup sur la confiance. C'est particulièrement vrai quand on parle de santé, Frédéric Roblin. Oui, effectivement. Après, je pense que c'est valable sur tous les domaines, mais sur cet aspect-là, sans paraphraser ce qui a été dit, il est nécessaire de toute façon de garder aussi cette forme quasiment oligopolistique pour challenger aussi les industriels et ne pas se retrouver dans une situation par définition monopolistique qui nous sert aujourd'hui à gagner en performance dans les marchés qu'on distribue après aux hôpitaux et aux services publics en général.
Alors il y a un sujet parmi les enjeux du moment, et on a parlé de la transition écologique, mais il y a aussi la souveraineté qui est un sujet dont on parle absolument tous les jours. Il y a encore eu un sommet en Allemagne en début de semaine. Edouard Jossa, vous y étiez d'ailleurs. Comment répondre à ces enjeux de souveraineté, de réindustrialisation aussi? Bah, je dirais qu'il y a deux sujets. Il y a la souveraineté en général et la souveraineté numérique en particulier, qui est encore bien plus complexe. La souveraineté en général, c'est vrai que nous devons accompagner une forme de résistance contre la désindustrialisation au profit d'acteurs étrangers. D'ailleurs, le secteur médical est un des secteurs où il y a quand même des évolutions plus importantes parce qu'il y a un règlement européen qui oblige les centrales d'achat. D'ailleurs, exemple de coopération entre nous, parce que c'est un peu un casse-tête réglementaire, de savoir qu'on applique cette circulaire, cet acte européen qui nous interdit d'avoir des fournisseurs qui nous livrent plus de 50% de produits chinois. Voilà, donc on travaille tous ensemble sur ce sujet en ce moment. Ça montre aussi d'ailleurs que les sujets de souveraineté, et c'est une bonne nouvelle, commencent à être sérieusement traités au niveau européen. Après, chacun d'entre nous, dans le cadre de la commande publique, nous avons des solutions pour défendre la souveraineté. Ça peut être mieux faire le travail en amont, mieux discuter avec les fédérations, mieux connaître les solutions innovantes qui existent chez nous. Ça peut être aussi des techniques comme la multi-attribution, et y compris aussi parfois travailler avec les marchés des distributeurs pour qu'ils mettent en avant les solutions qui paraissent les plus performantes et les plus conformes à la fois à la souveraineté et aussi à l'intérêt des personnes qui passent sur ces centrales. Voilà le sujet général. Sur le numérique, le vrai sujet, c'est... Bon, on va beaucoup parler de la commande publique, mais ce qui est sorti du sommet de Berlin, c'est qu'il faut beaucoup de volonté pour déréguler un peu les entreprises innovantes, mais dans le même temps, la commande publique doit accompagner sans doute des projets de création d'entités suffisamment puissantes pour faire face à des GAFA qui sont déjà en train de regarder l'étape suivante. Ils sont en train de passer de ce qu'on connaît, la puissance actuelle, vers le quantique, et puis qui sont des investissements colossaux en matière d'intelligence artificielle, vous en avez parlé. Et j'ai la conviction que la commande publique peut accompagner, mais elle doit accompagner quelque chose, des projets structurants capables de faire face à des mastodontes comme ceux qui existent aujourd'hui. Dominique Legouge, la souveraineté, ça veut forcément dire un renchérissement des produits? Oui, dans la plupart des cas, puisque le niveau d'exigence environnementale et sociale pour un lieu de production varie considérablement entre l'Union européenne et les pays qui sont hors Europe. Oui, donc dans la quasi-totalité des cas, ça génère un surcoût, ce qui peut être un frein quelque part à une commande publique favorable à la souveraineté. Donc là, comme le suggérait Edouard Jossa, je pense que c'est vraiment important de choisir ses combats, de bien travailler filière industrielle par filière industrielle et identifier les sujets sur lesquels la commande publique doit venir en appui de cette souveraineté. Mais on ne pourra pas traiter tous les sujets, donc il faut choisir quelque part ses combats en matière de souveraineté industrielle et même plus largement de souveraineté, par exemple, alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a une expérience dans le secteur de la santé un peu originale en la matière, puisque vous savez qu'il y a aujourd'hui des problématiques de pénurie de médicaments, de pénurie d'équipements de protection individuelle. Et là, récemment, le ministère de la Santé a décidé de compenser les surcoûts d'achats souverains. Alors, on ne les appelle pas achats souverains, c'est des achats où il y a des forts niveaux d'exigence environnementale et sociale et qui conduisent à accepter un prix supérieur à ce que les établissements payaient auparavant. Donc là, aujourd'hui, il y a une compensation de ces surcoûts. Ensuite, on peut aussi imaginer que les acheteurs, avec l'appui des centrales d'achat, dégagent des marges de manœuvre sur certains sujets. Parce que, par exemple, sur la souveraineté alimentaire, on dit, quand il y a des études, qu'il y a 20% de gaspillage alimentaire. Donc c'est 20% de budget, quelque part, un peu gaspillé. On ne peut pas faire disparaître le gaspillage alimentaire. Mais je pense qu'en gérant mieux ces achats, notamment en passant par les centrales d'achat, on peut dégager des marges de manœuvre, même sans aide extérieure, quelque part, de l'État, pour pouvoir faire des achats plus souverains. Voilà. Sur le sujet de la performance prix, Frédéric Roblin, est-ce que vous mettez l'accent, et Edouard Jossa en a parlé en introduction aussi tout à l'heure, sur pas forcément la recherche du prix le plus bas, mais qu'il faut regarder le coût global finalement de l'achat. C'est le message que vous faites passer vous aussi? Oui, bien sûr. J'ai envie de dire c'est la raison d'être d'une centrale d'achat aujourd'hui. C'est de pouvoir intégrer l'ensemble des coûts
en prenant en compte les différentes contraintes. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser complètement le critère prix au profit d'autres critères qui seraient pas forcément très, très bons pour la performance globale. Mais globalement, tous les sujets de performance globale, de coût global de possession sont intégrés dans les marchés qui le nécessitent pour permettre justement de garantir une performance et également comme on intègre l'innovation ou tous les sujets finalement de RSE dans le cadre des marchés dès que ceci est conforme et permet encore une fois d'atteindre un niveau de performance. Ce n'est pas juste pour mettre des critères pour les mettre, il s'agit vraiment d'aller chercher une vraie efficience dans les offres que l'on propose. Et dans ça, qu'est-ce qui différencie très concrètement une centrale d'achat et un distributeur privé? Vous citez souvent Ikea parmi les exemples parce que c'est un exemple qu'on lit beaucoup dans la presse, mais d'autres. Oui, Ikea, Amazon, JPG, Manutan, voilà, Lireco, voilà. Dont certains sont d'ailleurs aussi fournisseurs des centrales d'achat, d'ailleurs. C'est tout le paradoxe de cette affaire. Non, simplement, la différence, c'est que nous appliquons le code de la commande publique. Ça veut dire que les prix que nous avons sont stables, je l'ai dit tout à l'heure, alors que vous avez souvent des actions de promotion sur des prix d'appel. Nous, on ne peut pas faire ça parce que, ben voilà. L'autre élément, c'est qu'il faut regarder aussi, dans un certain nombre de cas, on s'est rendu compte que, eh bien voilà, il y a des produits, ce n'est pas toujours exactement les mêmes produits qu'on compare. Je prends souvent l'exemple d'un certain de grands fournisseurs du mobilier. Eh bien, si vous regardez toutes les clauses de leur marché, il dit, ben voilà, il n'y a pas de garantie quand c'est dans un établissement qui reçoit le public. Voilà, alors la plupart du temps, nos services publics reçoivent le public. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Donc il y a eu beaucoup de choses inexactes, incomplètes. Il faut aussi regarder le moment où on achète. Voilà, tous ceux j'ai vendu de l'électricité et du gaz savent que, ben voilà, au moment où on va sur le marché, c'est ce qui détermine votre prix. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à regarder sur la commande publique. Il y a aussi des conditions de livraison. Dans le mobilier, est-ce que les mobiliers sont vendus en vrac, il faut aller les chercher, ou est-ce que c'est ce que nous faisons, nous, l'UGAP, qui va jusqu'à les installer dans les bons bureaux? Tout ça a un coût. Donc il faut, le rôle de l'acheteur, c'est de tout regarder. Et je pense que c'est dans un monde où les centrales d'achat peuvent rendre ce service, les acheteurs finaux, leur job, c'est de regarder si on est meilleur ou pas, mais regarder sincèrement, ne pas écouter un certain nombre de bruits qui courent, parce qu'en réalité, nous investissons toute notre capacité pour avoir les mieux-disants, et nous avons les moyens de le faire, et nous réinvestissons justement dans la qualité de service. Donc c'est des choses que, je pense, il n'y a pas que le prix, il y a aussi les délais, la surveillance des délais de livraison, c'est de négocier avec les fournisseurs pour qu'ils améliorent leurs conditions. C'est un travail constant que nous faisons tous avec nos fournisseurs pour améliorer la qualité de service, et tout ça, ça a une valeur. On arrive déjà au terme de cette discussion. Peut-être un mot chacun, et on va commencer par Dominique Legouge sur la vision que vous avez dans 5 ans. À quoi ressemblera une centrale d'achat au service des transitions écologiques, industrielles, numériques? Pour ce qui concerne le RESA, on travaille beaucoup déjà actuellement sur l'augmentation de notre niveau de service aux bénéficiaires de nos marchés. Et on veut notamment vraiment insister sur le bon usage de nos contrats, c'est-à-dire accompagner nos clients d'une certaine manière dans la maîtrise de leur consommation, les encourager à aller dans le sens de l'éco-conception de leur processus de production. Donc vraiment être très présent au moment de l'exécution des marchés par nos adhérents. Il y a aussi un sujet de data qui est extrêmement important. On a une grande richesse de données à travers toute l'exécution de nos marchés qui est insuffisamment exploitée, ne serait-ce que pour que l'établissement et nos clients puissent comparer leur consommation, voilà, pour créer une dynamique de benchmark quelque part entre nos différents clients. On travaille aussi depuis longtemps à créer des liens à l'échelle européenne parce que sur certains sujets, on sent bien que la bonne échelle, même pour la souveraineté industrielle, ce sera peut-être d'être capable de dépasser les frontières nationales pour aller travailler avec d'autres centrales d'achat européennes, ce qu'on fait à travers une association de centrales d'achat hospitalières qui s'appelle EPA. Et puis, bien évidemment, c'est aussi le sujet de l'appui aux politiques publiques, parce que c'est ce qui fait la spécificité de la commande publique. Donc, c'est tout ce qui est transition écologique, énergétique, numérique, on en a parlé. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire en complémentarité entre les centrales d'achat. Frédéric Roblin, en une phrase. Oui, alors je partage bien entendu ce qui a été dit. Côté Uniachat, on est sur une volonté de remettre de vraiment mettre le besoin de l'adhérent au cœur de nos préoccupations et plus uniquement
des acheteurs experts entre eux qui co-prescrivent sans vraiment regarder in fine le besoin réel. Donc on veut vraiment ancrer cette démarche-là tout en travaillant également sur une structuration optimisée de nos achats et des filières d'achat pour être encore plus proche du terrain et de l'acheteur hospitalier, comme nous l'étions déjà, pour permettre justement cette vision, nous, qu'on a dans 2030. C'est vraiment l'ancrage hospitalier avec un vrai besoin client écouté et mis en œuvre. Edouard Jossa, le dernier mot. D'abord, en ce moment, nous, on est très, très concentrés sur la qualité de service. Dans un monde où il y a eu beaucoup de problèmes logistiques, de difficultés d'approvisionnement, de retard, de délai, nous essayons de convaincre tout le monde de rétablir une chaîne de confiance. Et en contrepartie, nous espérons que les acheteurs publics feront preuve aussi de solidarité. Il faut qu'on contribue à recréer de la confiance et de l'amitié, je dirais presque, entre les acheteurs publics et les fournisseurs dans un monde qui est archi procéduré de la commande publique. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà de ça, il faut que je crois qu'on ait une ambition collective, notamment sur les enjeux de souveraineté, de faire mieux travailler des fournisseurs différents ensemble. Si vous prenez l'exemple, on voit bien que, pour revenir au sujet de la souveraineté numérique, nous avons des acteurs extraordinaires en Europe, mais aucun d'entre eux n'a parfois cette capacité à avoir des plateformes globales et toute la chaîne d'activité comme peut faire un certain nombre de GAFA. On n'arrivera que si nous, avec l'aide des pouvoirs publics, avec l'aide du gouvernement, on arrive à faire mieux travailler des acteurs qui sont tous géniaux, mais qui doivent mieux travailler en réseau et en solidarité plutôt qu'en silo. Et si nous, les centrales d'achat, on arrive à contribuer à ça, on aura fait quelque chose de très utile pour l'économie nationale. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau d'Acteurs Publics TV. On est ravis d'avoir pu vous réunir exceptionnellement sur ce plateau stand de l'UGAP au cœur du Salon des maires. Et on se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine table ronde. À tout à l'heure.